Ferme les yeux. Laisse ton corps s'installer là où il est. Sens le contact de ce qui te porte. La pression légère dans le dos, dans les épaules, dans les jambes. Tu n'as rien à faire de tout ça, tu peux laisser la gravité s'occuper de toi pour cette nuit. Prends un moment. Laisse passer ce que la journée a encore à dire. Les pensées qui reviennent, laisse-les revenir une dernière fois, et passer. Tu n'as pas besoin de les résoudre ce soir. Elles seront là demain si elles sont importantes. Pour l'instant, tu n'as qu'une chose à faire, écouter. Avant de t'endormir, laisse-moi te raconter une histoire. Une histoire vraie. La plus longue histoire qui existe. Et l'une des plus apaisantes, si on la regarde depuis le bon angle. C'est l'histoire de là où tu viens. Pas de ta famille, pas de ta ville, pas de ton pays, même pas de ton espèce. L'histoire de la matière dont tu es fait. De chaque atome de ton corps, et du chemin extraordinairement long qu'il a parcouru pour être là ce soir, dans cette pièce, en train de t'écouter respirer. Prends une respiration lente. Sens l'air entrer. Sens ta poitrine se soulever légèrement. Et puis le relâchement, l'expiration qui vient sans effort. Et commence à lâcher. Il y a 13,8 milliards d'années, il n'y avait rien. Mais attention, ce rien n'est pas le rien que tu imagines. Ce n'est pas un espace vide et noir dans lequel il ne se passerait rien. Ce rien-là est plus radical. Il n'y a pas d'espace, pas de temps, pas de avant, parce que le concept même des avant n'a pas encore de sens. Les physiciens, quand ils approchent de ce bord, disent simplement que les lois telles que nous les connaissons cessent de s'appliquer. Qu'il y a une limite à ce que nos équations peuvent décrire. Et c'est une limite honnête. Nous ne savons pas ce qu'il y avait, s'il y avait quelque chose, avant le commencement. Ce que nous savons, c'est ce qui se passe ensuite. En un instant d'une brièveté inimaginable, l'espace commence à exister. Et il ne commence pas petit pour ensuite grandir progressivement. Il commence infiniment dense, infiniment chaud, et il se dilate à une vitesse qui dépasse celle de la lumière. Pas parce que quelque chose se déplace plus vite que la lumière, mais parce que c'est l'espace lui-même qui se déploie, et la lumière est portée avec lui, passive, sans choix. En une fraction de seconde microscopique, l'univers passe d'une taille inférieure à celle d'un proton à quelque chose de macroscopique. Et dans cette expansion fulgurante, de minuscules fluctuations dans la densité du champ d'énergie, de toutes petites inégalités quantiques, sont étirées à des échelles cosmiques. Ces fluctuations, gelées dans le tissu de l'espace en expansion, deviendront des millions d'années plus tard les graines des galaxies, les graines des étoiles, les graines des planètes, les graines de toi. Pour l'instant, il y a de l'énergie pure. Une chaleur et une densité que nous ne pouvons pas vraiment imaginer, seulement calculer, avec des équations qui restent muettes sur ce qu'elles décrivent vraiment. Et l'univers se refroidit. Dans les premières fractions de seconde, l'énergie pure commence à se matérialiser en particules. C'est le principe d'équivalence d'Einstein, l'énergie et la masse sont deux façons d'écrire la même chose. Quand l'énergie est suffisamment concentrée, elle peut se condenser en matière. Des quarks apparaissent, des électrons. Et pour chaque particule de matière, une particule d'antimatière symétrique. Normalement, la matière et l'antimatière se détruisent mutuellement en libérant de l'énergie pure. Elles s'annihilent en une fraction de seconde. Et c'est ce qui se passe, en très grande majorité. Mais pour une raison que les physiciens cherchent encore à comprendre complètement, il y avait dans cet univers primordial une légère asymétrie. Pour 1 milliard de particules d'antimatière, il y avait 1 milliard et une particule de matière. Ce déséquilibre infime, une particule sur 1 milliard, c'est tout ce qui reste après l'annihilation générale. 1/1 milliard. C'est tout ce que nous sommes. Toi, moi, la Terre, le Soleil, les galaxies, les forêts, les océans, tout ce qui existe dans l'univers visible aujourd'hui est le survivant d'un déséquilibre d'une particule sur 1 milliard. Sens ce que ça dit de ta propre existence. Tu es un reste. Un vestige. Quelque chose qui n'aurait statistiquement pas dû survivre à ce premier instant et qui pourtant est là, en train de respirer, en train d'écouter. Une seconde s'est écoulée depuis le début. Dans cet univers d'une seconde, la température est encore de 10 milliards de degrés. Les quarks libres tourbillonnent dans une soupe dense et lumineuse. Les photons rebondissent dans toutes les directions sans pouvoir aller nulle part, l'univers est si dense qu'ils sont prisonniers du brouillard.
Et puis, à mesure que les secondes passent, que les minutes s'écoulent, l'univers continue de se dilater et de se refroidir. À environ 100 secondes après le début, la température tombe en dessous d'1 milliard de degrés. Les quarks peuvent maintenant s'assembler. 3 quarks se lient ensemble sous l'effet de la force nucléaire forte, la plus puissante des forces fondamentales, 100 fois plus intense que l'électromagnétisme, mais qui ne s'exerce qu'à des distances infimes, inférieures à la taille d'un noyau atomique. À ces distances, elle écrase la répulsion électrique entre les protons et les maintient ensemble. Des protons se forment. Des neutrons se forment. Ces protons-là, certains d'entre eux, après des milliards d'années de voyage, seront dans ton corps ce soir. Ils ont traversé l'entièreté de l'histoire cosmique depuis leur formation dans cet univers de 100 secondes d'âge. Ils ont été dans des étoiles, dans des planètes, dans des océans, dans des êtres vivants. Et ce soir, ils reposent dans ta chair, sans le savoir, sans rien savoir. Pendant les quelques minutes qui suivent, des protons et des neutrons commencent à se lier entre eux. Des noyaux de deutérium, d'hélium, des traces infimes de lithium. Mais après environ 20 minutes, l'univers s'est trop refroidi pour que ces fusions continuent. L'inventaire final de l'univers primordial est fixé. Environ 75% d'hydrogène, 25% d'hélium. C'est tout. Pour l'instant, c'est tout ce que l'univers sait faire. 2 éléments, 2 briques. Et du temps, beaucoup de temps. 380 000 ans s'écoulent. Dans cette durée, qui représente à peine 0,03% de l'âge actuel de l'univers, il ne se passe rien de spectaculaire. L'univers se dilate. Il refroidit. La matière dérive dans un brouillard chaud et opaque. Chaque photon est sans cesse absorbé et réémis, pris dans un brouillard dense qui lui interdit de voyager loin. L'univers est opaque comme un mur de brume chauffé à blanc. Et puis, à 380 000 ans, la température tombe en dessous de 3000 degrés. Les électrons libres, qui jusqu'ici avaient trop d'énergie pour se laisser capturer, ralentissent suffisamment pour être retenus par les protons. Les premiers atomes neutres se forment, de l'hydrogène en immense majorité, un peu d'hélium. Et soudainement, le brouillard se dissipe. Les photons sont libérés. Ils partent en ligne droite. Pour la première fois depuis le début, la lumière peut voyager librement à travers l'univers. Cette lumière primordiale existe encore. Elle a parcouru 13 milliards d'années depuis ce moment de libération. Elle s'est refroidie en voyageant, l'expansion de l'univers a étiré sa longueur d'onde, l'a transformée en micro-ondes. Mais elle est là, partout autour de nous, en ce moment, à moins 270 degrés, 3 degrés au-dessus du zéro absolu. Les astrophysiciens l'appellent le fond diffus cosmologique. Si tu pouvais voir les micro-ondes, le ciel entier brillerait d'une lueur douce et uniforme. C'est l'écho du premier feu. La dernière image d'un univers en fusion, encore visible ce soir depuis n'importe quelle fenêtre, pour qui sait regarder avec les bons yeux. Prends un instant pour laisser cela reposer. À travers les murs, à travers le toit, à travers l'atmosphère, ce rayonnement primordial traverse tout en ce moment. Il a voyagé 13 milliards d'années pour passer à travers ta pièce pendant que tu t'endors. Après la libération de la lumière, l'univers entre dans les âges sombres. Pas d'étoiles, pas de galaxies, juste de l'hydrogène et de l'hélium qui dérivent dans un espace en expansion. Le silence cosmique. Mais dans ce silence, la gravité travaille. La gravité n'est pas spectaculaire. Elle ne fait pas de bruit. Elle tire, patiemment, infiniment patiemment, chaque grain de matière vers chaque autre grain de matière. Et les légères inégalités de densité gravées dans l'espace depuis les premiers instants commencent à s'amplifier. Les régions légèrement plus denses attirent un peu plus de gaz. Ce gaz s'accumule, devient plus dense encore. Ce qui est plus dense attire davantage. Un tourbillon commence, lent d'abord, imperceptible, mais inexorable. Pendant des dizaines de millions d'années, les nuages d'hydrogène et d'hélium se concentrent. Ils s'effondrent sur eux-mêmes. Et en s'effondrant, ils se réchauffent. Plus le nuage se comprime, plus il chauffe. Si la masse est suffisante, si l'effondrement va assez loin, la température au centre du nuage atteint 10 millions de degrés. Puis 20, puis 100 millions. Et à cette température, quelque chose d'extraordinaire se déclenche. La fusion nucléaire.
Les noyaux d'hydrogène se percutent à des vitesses si prodigieuses que la force nucléaire forte prend le dessus sur la répulsion électrique. Deux protons fusionnent. De l'hélium se forme. Et dans cette transformation, une infime fraction de la masse est convertie en énergie, rayonnante, aveuglante, libérée en toutes directions. Une étoile s'allume. Pour la première fois depuis les âges sombres, l'univers brille à nouveau. Ces premières étoiles étaient des monstres. Des centaines, peut-être des milliers de fois la masse du Soleil. Si massives qu'elles consumaient leur carburant à une vitesse prodigieuse. Là où notre Soleil vivra 10 milliards d'années, ces géantes vivaient quelques millions d'années seulement. Un clin d'œil cosmique. Mais dans cet intervalle, elles fabriquaient quelque chose de nouveau. Au cœur d'une étoile massive, l'hydrogène se transforme en hélium. Puis l'hélium en carbone. Le carbone en oxygène. L'oxygène en néon, en magnésium, en silicium, en soufre. Et finalement, le fer. Le fer est une limite. Fusionner des noyaux plus légers que le fer libère de l'énergie, c'est pour ça que les étoiles brillent. Mais fusionner des noyaux de fer consomme de l'énergie au lieu d'en libérer. Quand le cœur d'une étoile massive devient du fer, la source d'énergie qui soutenait l'étoile contre sa propre gravité s'éteint brusquement. Et l'étoile s'effondre sur elle-même en une fraction de seconde. Le cœur se comprime si violemment qu'il rebondit. Ce rebond envoie une onde de choc à travers les couches extérieures. En quelques heures, la couche externe est projetée dans l'espace à des dizaines de milliers de kilomètres par seconde. Une supernova. Pendant quelques semaines, une seule étoile qui explose peut briller plus que toute la galaxie qui la contient. Des milliards d'étoiles éclipsées par une seule mort. Et dans cette explosion, tous les atomes que l'étoile avait fabriqués pendant sa vie, tout son carbone, son oxygène, son azote, son fer, son calcium, son soufre, sont projetés dans l'espace interstellaire. The spaces. En fait, ces atomes vont voyager. Des millions, parfois des milliards d'années dans le vide entre les étoiles. Ils vont se mélanger à d'autres nuages de gaz. Enrichir la matière première de futures générations d'étoiles. Et certains d'entre eux finiront dans des planètes, dans des océans, dans des cellules vivantes, dans ce corps qui repose ce soir. Il y a 4,6 milliards d'années, à environ 30 000 années-lumière du centre de la Voie lactée, un nuage de gaz et de poussière commence à s'effondrer. Ce nuage est composé d'hydrogène et d'hélium, les éléments primaires, mais aussi d'atomes plus lourds apportés par des générations précédentes d'étoiles. Du carbone, de l'oxygène, du silicium, du fer, des atomes forgés dans des étoiles qui ont brillé et sont mortes avant même la naissance du Soleil. Le nuage tourne lentement sur lui-même. En s'effondrant, il tourne de plus en plus vite et s'aplatit en un disque. Au centre du disque, la matière se concentre, se comprime, se réchauffe. Une nouvelle étoile s'allume. Notre Soleil. Une étoile tout à fait ordinaire. Ni la plus grande, ni la plus petite. Une naine jaune, comme des centaines de milliards d'autres dans la Voie lactée. Mais c'est la nôtre. Et sa médiocrité cosmique est précisément ce qui la rend précieuse pour nous. Les étoiles plus massives vivent trop vite pour laisser le temps à la vie complexe de se développer. Le Soleil, lui, brûlera tranquillement pendant encore 5 milliards d'années. Autour du Soleil, le disque de gaz et de poussière continue de tourner. Les grains de poussière se percutent, s'agglomèrent, grossissent. Des planètes se forment. La troisième depuis le Soleil, à une distance particulière, ni trop proche pour brûler, ni trop loin pour geler, est une sphère de roche en fusion. Elle est bombardée pendant des centaines de millions d'années par des astéroïdes et des comètes qui y apportent des minéraux, des molécules organiques et de l'eau. Progressivement, elle refroidit. Des océans apparaissent. L'eau. Il faudrait s'arrêter là un moment, sur l'eau. L'eau est peut-être la substance la plus extraordinaire qui existe. Elle est partout sur cette planète, dans les océans, dans les nuages, dans les rivières, dans les glaciers, dans le sol, dans les cellules de chaque être vivant. Elle couvre 70% de la surface de la Terre. Elle constitue environ 60% de ton corps. Mais ce qui rend l'eau vraiment extraordinaire, ce ne sont pas ses quantités, c'est ses propriétés. L'eau est un solvant extraordinaire. Elle dissout presque tout. Elle permet aux molécules de se déplacer librement,
de se rencontrer par hasard, de réagir. Sans eau, la chimie de la vie telle que nous la connaissons serait impossible. Les molécules resteraient figées, incapables de se trouver les unes les autres pour construire les structures dont la vie a besoin. Une molécule d'eau et deux atomes d'hydrogène liés à un atome d'oxygène, dans une configuration légèrement courbée. Cette forme asymétrique lui donne une polarité, une extrémité légèrement positive, une extrémité légèrement négative. Et cette polarité lui permet de former des liaisons fragiles mais nombreuses avec ses voisines, les liaisons hydrogènes. Ces liaisons se forment et se brisent des milliards de fois par seconde, créant une structure mouvante, flexible, capable d'absorber et de transmettre de l'énergie de façon exceptionnelle. L'eau a une chaleur spécifique très élevée, il faut beaucoup d'énergie pour la chauffer, et elle libère beaucoup d'énergie en refroidissant. C'est pour ça que les océans régulent le climat de la planète. C'est pour ça que la côte est moins froide en hiver que l'intérieur des continents. L'eau est un tampon thermique gigantesque. L'eau se dilate en gelant, une propriété rare parmi les liquides. C'est pour ça que la glace flotte. C'est pour ça que les lacs et les océans ne gèlent pas jusqu'au fond en hiver. Si la glace coulait au fond comme la plupart des solides, les océans seraient des blocs de glace depuis des milliards d'années, et la vie marine n'existerait pas. Et l'eau cycle perpétuellement. Elle s'évapore des océans sous la chaleur du soleil. Elle monte dans l'atmosphère, se condense en nuages. Elle retombe en pluie, en neige, en grêle. Elle coule dans les rivières. Elle s'infiltre dans le sol. Elle est bue par les plantes, transpirée par les feuilles. Elle est bue par les animaux, filtrée par leurs reins, rendue aux rivières et aux océans. Chaque molécule d'eau sur cette planète a suivi ce cycle des millions, peut-être des milliards de fois. Et les rivières. Pense aux rivières. Une rivière est dans un sens une créature vivante. Elle naît quelque part dans les montagnes ou les collines, d'une source ou de la fonte des neiges. Elle commence petite, un filet d'eau qui trouve son chemin entre les roches. Elle grossit en collectant d'autres ruisseaux, d'autres affluents. Elle creuse son lit dans la roche et le sol. Elle transporte des sédiments, de minuscules fragments de roches qu'elle arrache progressivement aux montagnes et qu'elle dépose dans son delta. Les deltas des grandes rivières, le delta du Nil, le delta du Gange, le delta de l'Amazone, sont faits de montagnes broyées. Les particules qui composent ces deltas étaient autrefois des roches à des milliers de mètres d'altitude. La rivière les a transportées pendant des millions d'années, fragment par fragment, pour les déposer là où la terre rencontre la mer. Les rivières sculptent les paysages sur des millions d'années. Le Grand Canyon, aux États-Unis, est creusé par le Colorado, une rivière qui a mis 5 à 6 millions d'années pour éroder ce gouffre de 1800 mètres de profondeur. Chaque année, la rivière emporte quelques millimètres de roches. Quelques millimètres, année après année, pendant des millions d'années. La patience de l'eau est absolue. Et cette même eau, diluée, transformée, évaporée, précipitée, absorbée, transpirée, circule dans ton corps en ce moment. Ton sang, qui est essentiellement de l'eau chargée de protéines et de cellules, circule dans plus de 90 000 km de vaisseaux. 90 000 km, plus de 2 fois le tour de la Terre, rien que dans ton corps. Ton cœur pompe cette rivière intérieure environ 100 000 fois par jour. Tu es une rivière. L'eau que tu bois ce soir a peut-être été dans un glacier antarctique il y a 10 000 ans. Elle a peut-être fait partie d'un nuage au-dessus de l'Himalaya. Elle a peut-être coulé dans une rivière de la Sibérie. Elle a peut-être été dans les veines d'un mammouth laineux, dans la sève d'un arbre carbonifère, dans les reins d'un dinosaure. Chaque gorgée d'eau est un voyage dans le temps. Et en ce moment, ton corps est composé à 60% de cette eau ancienne. Elle est dans chaque cellule. Elle est le solvant dans lequel se déroule toute la chimie de ta vie. Mais avant d'aller plus loin, il faut parler de la Terre elle-même. Cette planète sous tes pieds, sous le sol, sous la roche, sous les couches de sédiments, n'est pas immobile. Elle n'a jamais été immobile. La Terre est comme un œuf dont la coquille serait brisée en une douzaine de grands morceaux et de nombreux morceaux plus petits. Ces morceaux, les plaques tectoniques, flottent sur un manteau rocheux qui, bien que solide, se comporte comme un fluide très visqueux sur des millions d'années. La chaleur interne de la Terre,
héritée de sa formation et entretenue par la désintégration radioactive d'éléments comme l'uranium et le thorium dans les profondeurs, crée des courants de convection dans ce manteau. Ces courants très lents déplacent les plaques. Très lentement. Au rythme de quelques centimètres par an, à peu près la vitesse à laquelle poussent tes ongles. Mais sur des millions d'années, ces quelques centimètres par an déplacent des continents entiers. Il y a environ 300 millions d'années, tous les continents actuels étaient regroupés en un seul supercontinent, qu'on appelle la Pangée. Un continent unique, entouré par un seul et immense océan. Puis la Pangée a commencé à se fracturer. L'Amérique du Nord s'est séparée de l'Europe. L'Afrique s'est éloignée de l'Amérique du Sud. L'Inde a commencé son long voyage vers l'Asie, un voyage qui l'a finalement conduite à percuter le continent asiatique il y a environ 50 millions d'années, soulevant dans le choc les sédiments du fond d'un ancien océan pour en faire l'Himalaya, la plus haute chaîne de montagnes du monde. Les montagnes sont des cicatrices de continents. Et ces continents en mouvement ont tout changé. Ils ont modifié les courants océaniques, redistribuant la chaleur des tropiques vers les pôles. Ils ont créé des barrières qui ont séparé des populations d'animaux, accélérant l'évolution par isolement. Ils ont déplacé des régions entières de zones tropicales humides vers des zones arides, forçant les espèces à s'adapter ou à disparaître. La tectonique des plaques est l'une des raisons pour lesquelles la vie s'est diversifiée si extraordinairement sur cette planète. Sans elle, sans ce brassage permanent de la croûte terrestre, la Terre serait peut-être restée une planète d'eau uniforme, sans continent, sans îles, sans relief varié, et la vie serait peut-être restée beaucoup plus simple. Ces mouvements continuent aujourd'hui. L'Inde continue de pousser contre l'Asie, l'Himalaya s'élève encore de quelques millimètres chaque année. L'Afrique de l'Est s'écarte lentement du reste du continent, dans des millions d'années, la corne de l'Afrique sera une île. Le fond de l'Atlantique s'élargit au rythme de quelques centimètres par an, l'Europe et l'Amérique s'éloignent lentement l'une de l'autre depuis la rupture de la Pangée. La terre que tu habites est une terre en mouvement perpétuel. Elle bouge si lentement que tu ne le perçois pas. Mais elle bouge. Dans les océans primitifs de la jeune Terre, il y a environ 3,8 milliards d'années, quelque chose se produit. Des molécules organiques, des chaînes de carbone, d'hydrogène, d'oxygène, d'azote assemblées par des réactions chimiques naturelles, commencent à se rassembler de façon particulière. L'ARN, une molécule longue et flexible capable à la fois de transporter de l'information et de catalyser des réactions chimiques, commence à se copier elle-même. Imperfectment. Avec des erreurs. Mais elle se copie. Et certaines copies sont plus stables que d'autres. Certaines se copient plus efficacement. La sélection naturelle commence à opérer même à ce niveau purement chimique, avant même qu'on puisse parler de cellules, d'organismes, ou de vie au sens commun du terme. La vie commence. Pense à ce que cela représente. Si tu étirais l'histoire de la Terre sur une seule journée de 24 heures, la vie apparaîtrait dès les premières heures du matin. Les dinosaures n'arriveraient qu'à 22h30. Les êtres humains n'apparaîtraient qu'à 23h58. Toute l'histoire humaine, depuis les premières traces d'art rupestre, depuis les premières villes, depuis l'Égypte ancienne, depuis l'Empire romain, depuis la Renaissance, depuis les révolutions industrielles, depuis Internet, toute cette histoire humaine tiendrait dans les 2 dernières secondes de la journée. Nous sommes les tout derniers arrivés. Pendant 2 milliards d'années, la vie sur Terre reste microscopique. Des bactéries, des archées, des êtres unicellulaires sans noyau, dérivant dans les océans, colonisant les fonds marins, se divisant, mutant, s'adaptant. Silencieuses, invisibles, mais transformant lentement la planète entière. Les cyanobactéries, ces bactéries bleu-vertes qui ont inventé la photosynthèse oxygénique, captent l'énergie du soleil, absorbent du dioxyde de carbone et rejettent de l'oxygène comme déchets. Pendant des centaines de millions d'années, elles font cela sans relâche. Et l'oxygène s'accumule dans l'atmosphère. Pour la plupart des organismes vivants à cette époque, c'est une catastrophe. L'oxygène réagit avec leurs molécules, les détruit. C'est le grand événement d'oxydation, il y a environ 2,4 milliards d'années. La première extinction massive causée par un organisme vivant. Causée par une bactérie invisible. Mais de cette catastrophe naît une opportunité. L'oxygène permet une respiration cellulaire beaucoup plus efficace.
Et cette énergie supplémentaire permet de construire des structures plus complexes. Il y a environ 2 milliards d'années, une grande cellule engloutit une petite bactérie capable de respiration aérobie. Normalement, elle l'aurait digérée. Mais cette fois, la petite bactérie survit à l'intérieur. Elle continue de respirer, de produire de l'énergie. Et cette énergie profite aux deux. Une symbiose. Cette petite bactérie, au fil des millions d'années, va s'intégrer à la cellule hôte. Elle gardera sa fonction essentielle, produire de l'énergie à partir de l'oxygène. Aujourd'hui, chaque cellule de ton corps contient des centaines ou des milliers de ces descendants de bactéries. On les appelle les mitochondries. En ce moment même, pendant que tu écoutes ces mots, tes mitochondries respirent pour toi. Elles prennent l'oxygène que tu inspires et les sucres que tu as mangés, et elles les combinent dans une série de réactions en chaîne pour produire l'énergie qui fait battre ton cœur, qui maintient ton cerveau en vie, qui permet à tes muscles de tenir ton corps dans la position où il repose. Tes mitochondries sont les descendants d'une bactérie libre qui a vécu il y a 2 milliards d'années. Tu es habité par tes ancêtres. Les cellules complexes commencent à s'associer. Des colonies se forment. Certaines cellules se spécialisent. Avec la spécialisation vient la division du travail, et avec la division du travail vient la possibilité de la complexité. Il y a environ 540 millions d'années, la vie multicellulaire complexe se diversifie de façon spectaculaire. C'est l'explosion cambrienne. En quelques millions d'années, un battement de cils à l'échelle géologique, les archives fossiles voient apparaître des formes de vie radicalement nouvelles. Des arthropodes avec des carapaces articulées et des yeux composés. Des vers avec des crochets et des anneaux. Des créatures à symétrie radiaire qui ressemblent à des fleurs de mer. Des animaux allongés avec une corde dorsale flexible, les ancêtres de tous les vertébrés. Des yeux se forment pour la première fois dans l'histoire du vivant. Pense à ça. Pendant les 3 milliards d'années précédentes, aucun être vivant n'avait jamais vu quoi que ce soit. La lumière du soleil frappait la planète depuis des milliards d'années, et rien ne la regardait. Et puis, en quelques millions d'années, l'évolution invente la vision, indépendamment, dans plusieurs lignées différentes. La lumière trouve enfin un témoin. Et avec la vision vient la prédation active. Et avec la prédation active vient une course aux armements évolutifs entre chasseurs et proies, des carapaces plus dures, des mouvements plus rapides, des yeux plus précis, des cerveaux plus réactifs. La complexité s'emballe. Des millions d'années encore. Des poissons apparaissent, d'abord sans mâchoire, puis avec. Des nageoires se transforment progressivement en membres. Il y a environ 375 millions d'années, des poissons à nageoires charnues s'aventurent hors de l'eau, en appui sur leurs membres. Ce sont les ancêtres de tous les tétrapodes, amphibiens, reptiles, oiseaux, mammifères. Et toi? Tes bras, tes jambes, tes mains, tes pieds, ils dérivent directement de ces nageoires charnues de poissons dévoniens. La structure osseuse de ta main, un os, 2 os, puis plusieurs petits os, puis 5 doigts, est le même plan architectural que celui d'une nageoire de lobe il y a 400 millions d'années. Des plantes colonisent les terres. Les premières forêts apparaissent. Il y a environ 300 millions d'années, dans une période qu'on appelle le Carbonifère, des forêts denses et humides couvrent les continents. Des arbres de 30 ou 40 mètres. Une atmosphère riche en oxygène. Ces forêts s'accumulent, meurent, se compressent sous les sédiments. Elles deviennent la houille, le charbon. Quand tu chauffes une maison avec du charbon, tu libères la lumière d'un soleil carbonifère, capturé par des fougères géantes dans une forêt qui n'existe plus. Les reptiles se diversifient. Il y a environ 250 millions d'années, une extinction massive fait disparaître plus de 90% des espèces marines. La vie repart de presque rien. Et dans les millions d'années qui suivent, les dinosaures émergent et dominent la Terre pendant 160 millions d'années. Puis, il y a 66 millions d'années, un astéroïde de 10 km percute la péninsule du Yucatan à environ 20 km par seconde. L'impact libère en quelques secondes une énergie équivalente à des milliards de bombes nucléaires. Des milliers de kilomètres de roches fondues sont projetées dans l'atmosphère. Des incendies embrasent des forêts. Une couche de poussière et dessus bloque le soleil pendant des mois. Les plantes meurent. Les herbivores meurent. Les carnivores meurent. 3/4 des espèces disparaissent.
Dans l'ombre de cette extinction, de petits mammifères survivent. Ils étaient là depuis 180 millions d'années, discrets, nocturnes, petits. Ils avaient survécu en restant dans l'ombre. Et maintenant, l'espace leur appartient. Pendant 66 millions d'années, ils se diversifient avec une rapidité et une inventivité extraordinaires. Certains retournent à l'eau, ils deviendront les baleines et les dauphins. Certains apprennent à voler, les chauves-souris. Certains développent des trompes, des sabots, des griffes, des nageoires. Dans la branche des primates, ces mammifères aux yeux tournés vers l'avant, aux mains préhensiles, au cerveau qui grossit génération après génération, quelque chose se prépare. Il y a environ 7 millions d'années, en Afrique, la lignée qui mènera aux humains se sépare de la lignée qui mènera aux chimpanzés et aux bonobos. Pendant les millions d'années suivantes, plusieurs espèces d'hominines marchent sur 2 pieds dans les savanes africaines. Leurs mains, libérées de la marche, fabriquent des outils. Leurs cerveaux grossissent. Leur capacité sociale se complexifie. Il y a environ 300 000 ans, une espèce particulière apparaît en Afrique. Elle a un cortex préfrontal extraordinairement développé. Elle commence à parler d'une façon nouvelle. Un langage capable de nommer des choses abstraites, des choses qui n'existent pas encore. Et dans ces histoires, elle stocke une mémoire collective qui dépasse la capacité de n'importe quel cerveau individuel. Un individu peut mourir. Mais ce qu'il a appris peut survivre s'il a transmis. Génération après génération, les connaissances s'accumulent. Elles se complexifient. Elles deviennent de la culture. Cette espèce, tu la connais bien. C'est toi. Laisse ta respiration se poser. Sens l'air qui entre. Sens ta poitrine se soulever. Et puis le relâchement. Tu respires depuis le premier instant de ta vie sans jamais avoir à y penser. Ton tronc cérébral, la partie la plus ancienne de ton cerveau, héritée de tes ancêtres les plus lointains, régule ta respiration, ton rythme cardiaque, ta température en permanence, sans jamais demander ton avis. Tu peux lui faire confiance. Tu peux lâcher. Fais un tour de ton corps, lentement. Commence par tes pieds. Sens la chaleur à l'intérieur de tes pieds. Les petits os, les 26 os de chaque pied, astragales, calcaneus, cuboïdes, cunéiformes, métatarses, phalanges, tous maintenus ensemble par des tendons et des ligaments, tous reposant maintenant sans rien apporter. Laisse les orteils se détendre complètement. Laisse les arches s'alléger. Remonte vers les chevilles. Les mollets. Sens le relâchement dans les muscles qui t'ont porté aujourd'hui. Ces muscles ont contracté et relâché des milliers de fois dans la journée, sans jamais se plaindre. Laisse-les maintenant se détendre complètement. Les genoux, les cuisses, les hanches. Sens le poids de tes jambes, leur lourdeur, leur densité. Laisse-les s'enfoncer dans ce qui les porte, laisse la gravité faire tout le travail. Le bas du dos. L'endroit où tant de tensions s'accumulent pendant la journée. Respire doucement vers cet endroit. Et à chaque expiration, laisse quelque chose se desserrer là. Le ventre. Sens le monter et descendre avec ta respiration. Sans le contrôler. Le ventre est l'endroit où nous tenons souvent sans le savoir, un serrement chronique, une retenue. Ce soir, tu peux laisser le ventre redevenir doux. La poitrine. Le cœur qui bat, régulier, patient. Il bat depuis le 22e jour après la conception, avant même que tu aies des poumons formés, avant que tu aies des membres définis. Et il n'a jamais arrêté depuis. Des dizaines de millions de battements dans ta vie, et il continuera cette nuit sans que tu aies à y penser. C'est une fidélité extraordinaire. Les épaules, les bras, laisse les coudes légèrement se plier. Laisse les poignets être mous. Les mains ouvertes ou fermées, comme elles viennent, sans forcer. Les doigts qui ont touché, construit, caressé, tenu, écrit, saisi, offert aujourd'hui. Laisse-les se reposer maintenant. Ils ont bien travaillé. Le cou, la nuque, l'endroit où la tête repose sur la colonne vertébrale, cette colonne qui te tient debout depuis tes premiers pas, cet empilement délicat de vertèbres et de disques qui a gardé ta moelle épinière en sécurité pendant toute ta vie. Sens la tête devenir lourde. Laisse ce poids être entièrement supporté par ce qui est sous toi. Le visage, les sourcils, laisse-les se lisser. Le front,
Laisse-le s'élargir. Les yeux, derrière les paupières fermées. Les mâchoires, desserrer les dents, laisser la bouche s'entr'ouvrir légèrement si c'est confortable. Les joues, les tempes, et le crâne. Ce crâne qui contient tout, tous tes souvenirs, tous tes rêves, toutes tes pensées, tout ce que tu aimes, tout ce que tu crains, tout ce que tu espères, un peu plus d'1 kilo de tissu gris, dans l'obscurité, qui crée le monde que tu habites. Laisse tout ça reposer ce soir. Pense maintenant à la structure de tout ce qui t'entoure. Le sol sous tes pieds. Le lit qui te porte. L'air dans la pièce. Tout ce qui te semble solide, résistant, réel, et presque entièrement du vide. Un atome ressemble à ceci. En son centre, un noyau minuscule. Si tu agrandissais un atome à la taille d'un stade de football, le noyau serait une mouche au centre du terrain. Et autour de ce noyau minuscule, à des distances immenses à l'échelle atomique, des électrons. Entre le noyau et les électrons, presque rien. La matière solide que tu crois toucher, à presque 100%, constituée de vide. Ce que tu perçois comme la dureté du sol, la résistance de l'air, la chaleur d'une couverture, c'est la répulsion électromagnétique entre les nuages d'électrons de tes atomes et les nuages d'électrons des atomes qui t'entourent. Des forces qui traversent le vide, réelles et précises, qui organisent le monde en objets tangibles. Tout est fait de presque rien. Et pourtant tout résiste, tient, porte, réchauffe. Il est tard. Peut-être que dehors, si le ciel est dégagé et que tu es loin des lumières de la ville, les étoiles sont visibles. Des milliers d'entre elles à l'œil nu. Des dizaines de milliers avec de bonnes jumelles. Des milliards avec un télescope. La Voie lactée, notre galaxie, contient environ 200 milliards d'étoiles. 200 milliards de soleils, chacun potentiellement entouré de planètes. Et la Voie lactée elle-même n'est qu'une galaxie parmi 2000 milliards de galaxies dans l'univers observable. 2000 milliards de galaxies. Chacune contenant des centaines de milliards d'étoiles. L'univers est d'une taille que notre cerveau ne peut pas réellement saisir. Nous pouvons écrire les chiffres. Nous pouvons faire les calculs. Mais les ressentir, les éprouver comme une réalité incarnée, c'est impossible. Notre cerveau a évolué pour naviguer dans des savanes, estimer des distances de quelques kilomètres, compter des groupes de quelques dizaines d'individus. L'univers est d'un ordre de grandeur si différent que notre intuition abdique. Et pourtant, tu en fais partie. Pas comme une poussière insignifiante dans un cosmos indifférent, mais comme l'endroit précis où cet univers immense a développé la capacité de se comprendre lui-même. La matière, ici, dans ton crâne, est devenue si organisée, si complexe, qu'elle peut réfléchir à sa propre origine. Ce n'est pas rien. Ce n'est peut-être même pas ordinaire dans l'univers. Nous ne savons pas si la vie intelligente est fréquente ou rare dans le cosmos. Nous n'avons pour l'instant trouvé qu'un seul exemple, nous. Et même si d'autres existent quelque part parmi les 2000 milliards de galaxies, chacun serait une fenêtre unique, irremplaçable, à travers laquelle l'univers se regarderait lui-même depuis un angle différent. Tu es une de ces fenêtres. Unique. Irreplaceable. Il y a quelque chose de plus étrange encore. Un électron n'est pas une petite bille qui orbiterait autour d'un noyau central. Un électron est aussi une onde. Il n'a pas de position définie tant que personne ne le mesure. Il est distribué dans l'espace comme un nuage de probabilité, plus dense là où il est probable de le trouver, plus dilué là où il est improbable. Ce n'est qu'au moment où quelque chose interagit avec lui, au moment de la mesure, que l'électron occupe une position. Cette étrangeté, la mécanique quantique, est la théorie physique la mieux vérifiée expérimentalement de toute l'histoire de la science. Ses prédictions sont justes à des précisions inimaginables. Elle est à la base de tous nos transistors, de tous nos lasers, de toute notre technologie moderne. Et pourtant, elle décrit un monde dans lequel les particules n'ont pas de position définie avant d'être observées. Ton corps est fait de ces particules étranges. À l'échelle de l'atome, tu es une superposition de probabilités. Et pourtant, à l'échelle de ta main, de ton visage, de ta respiration, tu es solide, défini, présent. Tu es le point de rencontre entre l'étrange et le familier. Entre l'infime et l'immense. Laisse les yeux se fermer un peu plus. Sens le poids de ta tête. Sens tes bras qui reposent.
Laisse chaque partie de ton corps s'abandonner un peu plus à ce qu'il apporte. Il n'y a rien à tenir. Pense maintenant à la lumière. En ce moment, il fait nuit, ou la pièce est sombre. Mais la lumière est toujours là, quelque part, elle voyage constamment autour de toi, à travers les murs, à travers ta peau, en permanence. La lumière du soleil met 8 minutes et 20 secondes pour traverser les 150 millions de kilomètres qui séparent notre étoile de la Terre. 8 minutes. Quand tu regardes le soleil, ou plutôt quand tu l'as regardé hier, depuis que ce soir il fait nuit, tu vois en réalité comment il était il y a 8 minutes. Si le soleil s'éteignait maintenant, tu ne le saurais pas pendant 8 minutes et 20 secondes. Et les étoiles que tu vois la nuit sont encore plus lointaines. La plus proche, Proxima du Centaure, est à 4 années-lumière. Sa lumière met 4 ans pour arriver jusqu'à toi. Quand tu regardes Proxima, tu la vois telle qu'elle était il y a 4 ans. L'étoile polaire est à 430 années-lumière. Sa lumière a commencé son voyage vers toi en 1596. Bételgeuse, dans Orion, est à environ 700 années-lumière. Sa lumière a quitté cette étoile rouge géante au XIIIe siècle. Regarder le ciel étoilé, c'est regarder dans le passé. Certaines étoiles que tu vois sont peut-être déjà mortes. Leur lumière voyage encore, mais l'étoile elle-même n'existe plus. Tu regardes le fantôme d'une étoile. Et si quelqu'un, sur une planète à 1000 années-lumière d'ici, regardait la Terre en ce moment, il verrait la Terre telle qu'elle était il y a 1000 ans. Il verrait peut-être les croisades. Il verrait certainement un monde sans tes parents, sans personne que tu aies jamais connue. Le cosmos est une bibliothèque de lumières anciennes. Et toi, ce soir, tu en fais partie. Pense maintenant aux atomes de ton corps. Il y en a environ 7000 milliards de milliards. Ce chiffre n'a aucun sens intuitif, et c'est normal. Nos cerveaux ont évolué pour compter des fruits et des personnes, pas des atomes. Mais accepte-le simplement comme une immensité qui te porte de l'intérieur. La plupart sont de l'hydrogène, l'élément le plus ancien de l'univers, formé dans les premières minutes après le Big Bang. L'hydrogène de tes molécules d'eau, de tes protéines, de ton ADN, a peut-être l'âge de l'univers lui-même. Ces atomes d'hydrogène dans ton corps ce soir ont peut-être 13 milliards d'années. Ensuite, du carbone. C'est l'atome de la vie, si polyvalent, capable de former des chaînes si longues, des structures si variées, qu'il est la base de toute la chimie du vivant. Chaque atome de carbone dans ton corps a été fabriqué dans le cœur d'une étoile. Il n'y en avait aucun dans l'univers primordial. De l'oxygène, du nitrogène, du phosphore dans tes os et dans l'ADN de chaque cellule, du calcium dans tes dents et dans tes muscles, du potassium dans tes nerfs, du sodium, du magnésium, du zinc, du fer dans ton sang. Chacun de ces éléments a une histoire. Chacun a été forgé dans une fournaise stellaire. Chacun a voyagé dans l'espace interstellaire. Chacun s'est retrouvé dans la Terre, a circulé dans les roches, les océans, l'atmosphère, les plantes, les animaux. Et chacun se retrouve ce soir dans ce corps qui repose. Certains atomes de ton corps ont été dans des dinosaures. Certains ont été dans des arbres du Carbonifère. Certains ont été dans l'eau d'un glacier de la dernière ère glaciaire. Certains, et c'est presque insaisissable, sont dans ton corps depuis ta naissance, et certains sont arrivés la semaine dernière avec ce que tu as mangé. Ton corps n'est pas une chose fixe. C'est un processus. Un tourbillon qui maintient sa forme pendant que la matière qui le compose change constamment. Dans un an, la quasi-totalité des atomes de ton corps auront été remplacés. Et pourtant tu resteras toi. Quelque chose de toi persiste au-delà des atomes. Quelque chose que les biologistes appellent l'information, la structure, le schéma, le motif que tes cellules reproduisent fidèlement. Cette information-là remonte à 3,8 milliards d'années. Tu es la continuation d'une chaîne ininterrompue. Dans chacun de tes doigts, il y a des millions de cellules. Chaque cellule contient un noyau. Chaque noyau contient 2 mètres d'ADN soigneusement pliés, 2 mètres d'une molécule qui contient le plan de construction de toi. Si tu déroulais l'ADN de toutes tes cellules bout à bout, tu obtiendrais un fil d'environ 150 milliards de kilomètres. La distance de la Terre au Soleil est de 150 millions de kilomètres. L'ADN de ton corps, déroulé, ferait 1000 fois cette distance. Plié dans chaque cellule de chaque doigt.
Et cet ADN porte l'information accumulée depuis 3,8 milliards d'années de vie. Les gènes qui permettent à tes cellules de respirer sont similaires à ceux des bactéries qui vivaient il y a 2 milliards d'années. Les gènes qui permettent à tes neurones de communiquer ont des cousins dans le système nerveux des vers qui vivaient au Cambrien. Les gènes qui ont sculpté tes membres ont des ancêtres dans les nageoires des poissons dévoniens. Tu portes en toi la bibliothèque complète de l'évolution. Pas comme des souvenirs conscients. Mais l'information est là, codée dans chaque cellule, active à chaque instant, construisant et maintenant ce que tu es. Maintenant, laisse-moi te parler de ton cerveau. Il est là, dans l'obscurité de ton crâne, à travailler en ce moment même. Il pèse environ 1,5 kg. Il contient environ 100 milliards de neurones. Et chaque neurone peut être connecté à des milliers d'autres, les connexions entre neurones se comptent en centaines de milliers de milliards. Il y a plus de connexions dans ton cerveau qu'il n'y a d'étoiles dans la Voie lactée. Un neurone est une cellule allongée avec une longue extension, l'axone, qui peut mesurer jusqu'à 1 mètre de longueur pour certains neurones de la moelle épinière. Le long de cet axone, les signaux électriques voyagent à des vitesses pouvant atteindre 120 mètres par seconde. Le signal arrive à une synapse, une jonction avec un autre neurone, et libère des molécules chimiques appelées neurotransmetteurs. Ces molécules traversent l'infime espace entre les deux neurones et activent, ou inhibent, le neurone suivant. Et de cette machinerie chimique et électrique, quelque chose émerge. La conscience. Tu entends ces mots. Tu les comprends. Tu imagines peut-être les images qu'ils évoquent, les étoiles, les atomes, les océans primitifs. Tu ressens quelque chose, une légèreté peut-être, ou une curiosité douce, ou simplement le repos. Tout ça naît de l'activité d'1,5 kg de tissu gris dans ton crâne. Comment la matière produit-elle de l'expérience subjective? Pourquoi l'activité neuronale donne-t-elle naissance à quelque chose que ça fait quelque chose d'être, cette qualité intérieure du voir, du sentir, du penser? C'est ce que les philosophes et les scientifiques appellent le problème difficile de la conscience. Nous ne savons pas encore. C'est l'une des grandes questions ouvertes. Ce que nous savons, c'est que ton cerveau est l'objet le plus complexe que nous ayons jamais étudié dans l'univers connu. Et qu'il est là, dans l'obscurité de ton crâne, en train de créer le monde que tu habites, les couleurs, les sons, les saveurs, les émotions, les pensées, à chaque instant de ta vie. Ce soir, il va se mettre en mode maintenance. Pendant que tu dors, ton cerveau va travailler. Le sommeil n'est pas une pause dans ta vie. C'est une phase essentielle, active, pendant laquelle le cerveau accomplit des tâches impossibles à faire pendant l'éveil. Les souvenirs de la journée sont consolidés. L'hippocampe, cette structure en forme de cheval de mer au cœur de ton cerveau, rejoue les événements de la journée à grande vitesse pendant le sommeil, les transmettant au cortex pour un stockage durable. Ce que tu apprends le soir et que tu dors ensuite, tu le retiens mieux. Les connexions synaptiques inutiles sont élaguées. Le cerveau fait du ménage, il renforce ce qui est important, il efface le bruit. Une synapse qui n'a pas été utilisée depuis un certain temps peut être retirée, libérant de la place et de l'énergie pour les connexions qui comptent. Et le cerveau se nettoie, aussi, au sens littéral. Pendant l'éveil, l'activité neuronale intensive produit des déchets métaboliques. Pendant le sommeil profond, le système lymphatique s'active. Le liquide céphalorachidien circule plus librement à travers le tissu cérébral et emporte ses déchets. Ton cerveau se lave lui-même pendant que tu rêves. C'est pour ça qu'on dort. Pas seulement pour reposer les muscles, mais pour nettoyer, consolider, reconstruire. Le sommeil est une maintenance indispensable pour la machine la plus complexe que l'évolution ait jamais produite. Laisse cette machine faire son travail. Tu n'as rien à faire d'autre que d'être là, allongé, et de laisser ta respiration suivre son rythme. Il y a quelque chose de beau à penser au rêve. Personne ne comprend encore complètement pourquoi nous rêvons. Les neuroscientifiques ont des théories. Les rêves aideraient à traiter les émotions sans les conséquences réelles du monde éveillé, à préparer le cerveau à des situations nouvelles, à tester des solutions à des problèmes. Mais la vérité est que nous ne savons pas exactement. Ce que nous savons, c'est que pendant le sommeil paradoxal, la phase de sommeil pendant laquelle les rêves les plus vivants se produisent, le cerveau est presque aussi actif que pendant l'éveil. Les yeux bougent sous les paupières fermées. Le corps est paralysé, une paralysie protectrice, pour que tu n'agisses pas physiquement tes rêves.
Et quelque part dans ce cerveau actif, dans cette paralysie du corps, quelque chose crée des mondes entiers. Des paysages qui n'existent nulle part. Des personnes assemblées depuis des fragments de mémoire. Des situations qui ont la texture du réel mais obéissent à d'autres lois. Et quand tu te réveilles, ces mondes se dissolvent en quelques minutes. La plupart des rêves sont oubliés avant même que tu aies bu ton premier café. Mais pendant qu'ils se déroulent, ils sont réels. Aussi réels que tout ce que tu vis éveillé, parce que la réalité, après tout, est toujours construite par ton cerveau. Ce que tu vois, ce que tu entends, ce que tu touches, tout ça passe par les neurones avant d'arriver à ta conscience. Le cerveau est toujours l'architecte de ton monde, éveillé ou endormi. Il y a dans les rêves quelque chose d'ancien. Les mammifères rêvent. Les oiseaux rêvent. On pense même que les reptiles pourraient avoir des formes primitives de sommeil paradoxal. Les rêves sont peut-être aussi vieux que les vertébrés, peut-être plus vieux encore. Quelque chose dans le cerveau des animaux, depuis des centaines de millions d'années, a besoin de ce temps dans l'ombre pour se retrouver. Tu n'es pas seul à rêver. L'évolution entière rêve avec toi. L'astronome Carl Sagan a dit une chose qui est juste d'une façon que même lui n'aurait peut-être pas entièrement mesurée. Il a dit « Nous sommes une façon pour le cosmos de se connaître lui-même. » Pense à ça. L'univers a existé pendant 13 milliards d'années sans témoin. Des étoiles naissaient et mouraient dans l'indifférence totale. Des supernovas explosaient dans le vide. Des galaxies se formaient et se heurtaient, dans le silence absolu, sans que personne ne le sache. Et puis la vie a émergé. Et la vie a développé la conscience. Et la conscience a développé la curiosité. Et la curiosité a construit la science. Et la science a commencé à déchiffrer l'histoire de l'univers, à remonter le fil des 13 milliards d'années, à reconstruire les premières secondes, à lire l'écho du premier feu dans le fond diffus cosmologique, à comprendre comment les atomes ont été forgés dans les étoiles, comment la vie a émergé de la chimie. Pour la première fois en 13 milliards d'années, l'univers peut se regarder lui-même. Pas depuis un point extérieur, il n'y en a pas, mais de l'intérieur. À travers des yeux qui sont faits de lui, avec un cerveau qui est fait de lui, en utilisant des outils faits de lui. Quand tu regardes le ciel étoilé, l'univers se regarde lui-même. Quand tu écoutes une histoire sur les atomes et les étoiles, l'univers s'écoute lui-même. Et quand tu t'endors ce soir, l'univers se repose. Il y a un paradoxe doux dans tout ça. Plus tu comprends combien l'univers est immense, plus tu pourrais te sentir petit. Et pourtant, il se produit souvent le contraire. Les physiciens, les astronomes, les biologistes évolutifs qui passent leur vie à mesurer l'immensité du cosmos ou la profondeur du temps biologique décrivent souvent un sentiment, non pas d'insignifiance, mais d'appartenance. Pas d'écrasement, mais de connexion. Carl Sagan encore, la science ne désenchante pas le monde. Elle lui ajoute des couches d'émerveillement que la pensée ordinaire ne peut pas atteindre. Qui peut regarder un coucher de soleil de la même façon en sachant que la couleur rouge vient de ce que les photons de courte longueur d'onde ont été diffusés par l'atmosphère, laissant passer les longueurs d'onde plus longues. Pas moins beau, plus beau. Riche d'une dimension que l'œil seul ne verrait jamais. Qui peut regarder un visage aimé de la même façon en sachant que les neurones qui reconnaissent ce visage ont coévolué pendant des millions d'années, que l'attachement qu'on ressent est produit par des molécules que des animaux éprouvaient bien avant que les humains existent. Pas moins réel, plus réel. Ancré dans quelque chose de plus profond que la biographie personnelle. Et qui peut s'endormir le soir de la même façon en sachant que chaque atome de son corps a traversé des milliards d'années, que le fer dans son sang est né dans une supernova, que ses mitochondries descendent d'une bactérie libre, que son cerveau est le produit de 4 milliards d'années d'évolution, que sa conscience est le cosmos se regardant lui-même dans un miroir. Peut-être avec un peu plus de légèreté. Peut-être avec un peu moins de poids dans les épaules. Parce que ce corps qui s'endort ce soir n'est pas seul dans le cosmos. Il est fait de lui. Laisse tes épaules tomber. Laisse la mâchoire se desserrer. Sens le poids de ta tête. Sens tes mains, ouvertes, posées. Sens ton ventre qui monte et qui descend. Il n'y a rien à attraper ce soir. Rien à résoudre. La journée est faite et elle t'appartient pour toujours, même si tu l'oublies en partie. Elle a eu lieu. Et maintenant, tu te reposes. L'espace au-dessus de toi, au-delà du plafond, au-delà de l'atmosphère, s'étend à des milliards d'années-lumière dans toutes les directions.
Des centaines de milliards de galaxies, chacune contenant des centaines de milliards d'étoiles. Et ici, dans un recoin tranquille d'une galaxie spirale ordinaire, sur une petite planète bleue à 30 000 années-lumière du centre, dans une pièce, dans un corps, l'univers se repose. Il n'y a pas de meilleur endroit où être ce soir. Pense à tout ce que tu as traversé aujourd'hui. Chaque conversation, chaque déplacement, chaque repas, chaque instant d'attention et de distraction. Ton corps a tout fait. Il a digéré, circulé, respiré, équilibré, régulé ta température, combattu les bactéries et les virus qui auraient voulu s'installer, réparé les petites lésions que la vie ordinaire crée. Tout ça, sans te demander ton avis. Ton système immunitaire, en ce moment même, patrouille. Des milliards de cellules, lymphocytes, macrophages, neutrophiles, parcourent ton corps à la recherche de ce qui n'appartient pas là. Elles reconnaissent le danger au niveau moléculaire, avec une précision qui dépasse celle de n'importe quelle technologie humaine. Ton foie, en ce moment, filtre. Il traite ce que tu as mangé et bu. Il fabrique des protéines, stocke du glycogène, détoxifie ce qui doit l'être. Le foie accomplit chaque nuit des centaines de réactions chimiques différentes, en silence, sans réclamation. Tes reins filtrent ton sang 20 fois par heure, régulant l'équilibre hydrique et électrolytique avec une précision extraordinaire, maintenant exactement la concentration de potassium et de sodium dont tes cellules nerveuses ont besoin pour fonctionner. Tout ce travail se fait pendant que tu dors. La nuit n'est pas un temps perdu. C'est le temps où l'essentiel se passe. Pense à demain matin. Tu te réveilleras. La lumière entrera peut-être par une fenêtre, et les photorécepteurs de tes yeux, des cellules spécialisées avec des molécules sensibles à la lumière, des cousins des molécules photosensibles que les bactéries primitives utilisaient déjà il y a 3 milliards d'années, capteront les premiers photons. Ces photons ont quitté le Soleil il y a 8 minutes et 20 secondes. Ils ont traversé 150 millions de kilomètres de vide, traversé l'atmosphère, traversé ta fenêtre, traversé l'humeur aqueuse de ton œil, et ils atterrissent sur ta rétine. Et tu verras le matin. Tu t'étireras peut-être. Tes muscles, réparés pendant la nuit, pleins d'énergie accumulée, voudront s'allonger et s'activer. Tu respireras l'air frais du matin. Tu boiras peut-être quelque chose de chaud, de l'eau chaude infusée de feuilles ou de grains qui contiennent des molécules capables d'activer ton cerveau d'une façon douce. Et tu reprendras ta journée. Mais avant ça, il y a cette nuit. Ces heures qui sont à toi, dans l'obscurité, dans le silence relatif du monde qui s'est mis en pause. Sens ta respiration, une dernière fois. Lente, régulière, sans effort. L'air qui entre et l'air qui sort. L'oxygène qui se lie au fer de ton sang. Les atomes qui ont voyagé depuis des étoiles mortes il y a des milliards d'années pour être là, dans tes poumons, ce soir. Tu es fait de l'univers. Et l'univers prend soin de toi depuis le commencement. Depuis ces premières fractions de seconde où les quarks se sont assemblés en protons. Depuis les premières étoiles qui ont forgé les atomes dont tu es fait. Depuis les supernovas qui les ont dispersés. Depuis le nuage de gaz qui s'est effondré pour former le Soleil et la Terre. Depuis cette première molécule qui a appris à se copier elle-même dans un océan primitif. Depuis chaque génération d'êtres vivants qui a survécu, s'est reproduite, t'a transmis ce fil ininterrompu de vie. Depuis le cerveau qui s'est formé pour que quelque chose, quelque part dans l'univers, puisse enfin se demander d'où il vient. Tout a mené ici. À toi. À cette nuit. À cette respiration. À ce silence. Il n'y a rien à faire d'autre que de t'y abandonner. Laisse l'univers continuer son travail pendant que tu dors. Bonne nuit.